Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct, une heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec ce soir, cette pétition lancée par des habitants de la vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes. Ils réclament des comptes au président Macron, que le président de la République tienne ses engagements. Nous serons avec le président de cette association dans quelques minutes. Plan de relance touristique. Hier, Renaud Muselier a sonné la révolte du secteur. Le président de la région qui souhaite que l'été soit sauvé. Nous serons avec la présidente de la commission tourisme à la région Sud, Jennifer Sall-Barbosa. Et puis, du sport également, l'AS Cannes Volleyball en lice pour le titre de champion de France. Il y a 2 ans, les Dragons luttaient pour leur survie. Ils avaient échappé à la relégation de peu et ils sont en passe d'être champions de France. C'est en tout cas ce qu'on leur souhaite. Voilà pour le sommaire. Nous serons également avec le président de la CPME Sud-PACA pour évoquer les difficultés des entreprises. Eric, vous nous parlerez aussi des entreprises, mais sur le volet incivilité. On y reviendra dans votre édito. Denis Caro sera également avec nous, le directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Mais avant cela, manifestation aujourd'hui des policiers dans notre région, mais également dans toute la France, après le verdict qui a été rendu dans l'affaire de Viry-Châtillon. Ces policiers qui ont été agressés et immolés en 2016. Reportage devant le palais de justice de Nice, signé Alexis Ricard. À 12h30 ce mardi, tous les policiers du pays étaient invités à se rassembler devant les tribunaux des grandes villes. La profession dénonce les peines prononcées à l'encontre des accusés dans l'affaire de Viry-Châtillon, une violente agression en 2016 à coups de cocktail Molotov. La justice a envoyé tout simplement un message abominable, je dis bien, puisque les peines ont été revues à la baisse. Donc aujourd'hui, on est là en soutien à nos collègues, puisque clairement aujourd'hui il a été délivré un permis de tuer, voilà, des policiers. Il ne faut pas oublier que nos collègues ont failli brûler vifs. Il ne se passe pas une semaine sans que nos collègues soient victimes de jets de projectiles, de violences à leur encontre. Ils sont obligés aujourd'hui fréquemment, sur tout le département, d'utiliser des bombes lacrymogènes, des bombes de désencerclement pour pouvoir s'extraire tout simplement parce qu'ils interviennent sur des délits. Quelques représentants politiques ont également apporté leur soutien aux forces de l'ordre. Et aujourd'hui, on voit qu'on a une justice qui est laxiste. Le jugement de Viry-Châtillon, il est insupportable. Alors oui, nous sommes aux côtés des policiers municipaux, des gendarmes, des pompiers aussi, qui sont agressés. Les violences contre les policiers, elles ont doublé en 15 ans dans notre pays. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à avoir un ministre de la Justice d'Emmanuel Macron qui nous dit « je suis le ministre des prisonniers ». Nous, on veut un ministre des victimes. Ils sont en première ligne parce qu'aujourd'hui, on a un ensauvagement de la société. Il ne faut pas avoir peur des mots. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'insécurité grandit. Le président de la République l'a dit. Parce que on voit aussi qu'on a des multirécidivistes en grand nombre. Je rappelle que 5% des délinquants les plus importants commettent 50% des infractions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a une faiblesse de la réponse pénale. Et lorsque l'on voit qu'on peut attenter à la vie de policier et être condamné à 6, 8 ans de prison, alors qu'on a attenté à la vie d'être humain, alors qu'on a attenté à des représentants de l'État dans l'exercice de la fonction, ce n'est pas admissible, ce n'est pas acceptable. Dans la manifestation niçoise, des pompiers sont venus grossir les rangs. Eux aussi ne comprennent pas les peines prononcées. La violence est devenue quotidienne, qu'elle soit verbale ou physique. Je dirais qu'elle n'est pas aussi forte aujourd'hui que ce que supportent les forces de police, mais pour autant elle est quotidienne. Donc aujourd'hui, c'est exprimer notre soutien aux forces de police, mais aussi exprimer vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent que la tolérance a tout à fait ses limites. Pour rappel, les 13 agresseurs ont été jugés en appel par la Cour d'assises des mineurs de Paris pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. 5 ont été condamnés à des peines de prison ferme allant de 6 à 18 ans. Les 8 autres accusés ont été acquittés. Voilà Eric, donc mobilisation policière également à Toulon et à Marseille. Oui, c'est vrai que c'est un mouvement qui a l'air un peu de prendre. On se souvient que hier, Laurent Martin de Frémont, le secrétaire des Alpes-Maritimes du syndicat Unité SGP Police, était très en colère, hein, vous vous souvenez. Et alors, il parlait de ces mobilisations qui ont eu lieu aujourd'hui, mais il parlait de d'autres modes d'action, si vous vous souvenez bien. Alors, on va suivre ça de très près, parce qu'on n'a pas l'impression que la colère des policiers, après ce jugement, retombe aussi facilement. Et sur le fond, Nicolas, on pourra partager
partager l'idée. Oui, il y a quand même des choses à dire quand on voit la violence des faits et les peines de prison auxquelles ont été condamnés ces voyous et d'autres qui ont été condamnés à aucune peine. La tempête Alex, on sera dans quelques instants avec Pascal Carboni, qui est le président du comité de soutien des voies de communication de la vallée de la Roya, qui réclame que le président Macron tienne ses engagements. En attendant, on peut peut-être donc regarder ce sujet qui est consacré aux dons qui ont été faits pour les sinistrés de la tempête Alex. Aujourd'hui, ce sont 50 000 € qui ont été remis par le comité départemental olympique et sportif. Azur Sport Organisation aussi, qui est un organisateur majeur d'événements sportifs dans les Alpes-Maritimes. Tout cela organisé donc au département des Alpes-Maritimes. Plus de 6 mois après le passage de la tempête Alex, le comité départemental olympique sportif, Azur Sport Organisation et la Fédération des boulangers se sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. Une somme de 50 000 € récoltée, mais aussi des actions de soutien sur le terrain. Le comité olympique a décidé de continuer des actions, à savoir que la caravane du sport cet été ira dans les 4 communes, Saint-Martin-Vésubie, Roquebillière, Tende et Breil. Nous aurons aussi des actions auprès des écoles, nous avons déjà commencé à Roquebillière. Voilà, nous allons travailler dans une vraie dynamique de continuité de solidarité. Reconstruire, rouvrir les entreprises ou encore accompagner les familles. Au total, la solidarité de chacun a déjà rapporté 3 millions d'euros. C'est la solidarité qu'il est important de souligner. La solidarité qui continue à avoir une belle mobilisation pour les territoires dévastés, mais pour les populations qui sont en difficulté et qui ont besoin, elles aussi, de se reconstruire. C'est un soutien financier, matériel et moral. Le président du département des Alpes-Maritimes l'a rappelé, les sinistrés de la tempête Alex attendent toujours l'aide financière promise par Emmanuel Macron à hauteur de 100 millions d'euros. Bonsoir Pascal Carboni, merci d'être avec nous. Vous êtes président du comité de soutien des voies de communication de la vallée de la Roya. Et vous aussi, vous demandez à ce que Emmanuel Macron tienne ses engagements. Oui, bonsoir messieurs. Oui, effectivement, nous avons lancé une pétition puisque nous demandons que le président tienne ses engagements, puisque le département a fait un boulot extraordinaire en nous désenclavant très rapidement. Ils ont également nommé le préfet délégué à la reconstruction, Xavier Pelletier, qui est à nos côtés. Mais ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que là, les travaux, à notre avis, sont un petit peu ralentis parce qu'on se demande si ce n'est pas le manque de moyens financiers qui nous a été promis. Monsieur Carboni, est-ce que ce sont les moyens financiers qui manquent par rapport aux promesses qui se sont accumulées, on s'en souvient au moment de ces inondations dramatiques, ou est-ce que c'est aussi la lenteur peut-être administrative qui joue un rôle un peu négatif ? Après, dans la reconstruction, et notamment pour les gens qui ont perdu leurs biens, qui ne savent pas, il est évident que le temps qu'on mette tout en place, qu'on fasse toutes les expertises et tout, c'est sûr que c'est très très long. On peut s'apercevoir également que les assurances ne jouent pas le jeu et sont très très frileux pour rembourser rapidement. Ce qui fait que nous avons une population actuellement qui est épuisée, qui souffre de troubles anxio-dépressifs. C'est constaté par les médecins de notre vallée, et je pense aussi de nos vallées sœurs, que ce sont la Vésubie ou la Tinée. Alors ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, il manque 2 types de moyens financiers. Il manque les moyens financiers, j'allais dire, de l'État, des collectivités locales, peut-être. Mais il y a aussi, et vous soulevez un problème récurrent, qui est la façon dont les assurances couvrent ou remboursent les biens qui ont été détruits. Et là, vous nous dites que ça ne s'arrange pas, on en parle souvent dans ce grand direct, mais vous constatez toujours une lenteur des assureurs à faire leur travail. Absolument. Absolument, et je vous prie de croire que tout le monde, que ce soit notamment le préfet qui est à nos côtés, qui vraiment relance les assurances. On nous a mandaté aussi pour relever les gens qui avaient des problèmes et tout. On en a de cesse de le faire.
Mais les assurances ne jouent pas le jeu, notamment certaines compagnies. Mais est-ce que les uns et les autres, pardonnez-moi, mais ne se renvoient pas un peu la balle? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des plans de gestion des risques qui parfois n'ont pas été respectés avec des constructions nouvelles et des assureurs qui disent écoutez, nous, on ne va pas rembourser quelque chose qui ne devait pas être construit. Oui, mais enfin, non, à mon avis, je vais vous prendre le côté économique. Quand on joue sur les mots et qu'on dit la perte d'exploitation. La perte d'exploitation, on a eu 180 brèches dans la vallée de la Roya, on n'avait plus d'accès, donc vous ne pouvez que perdre votre exploitation. Et on joue sur les mots. Donc je pense qu'à un moment donné, les assureurs, il faut qu'ils jouent le jeu et qu'ils soient solidaires, comme on a pu voir dans le reportage d'avant, où il y a beaucoup de solidarité qui se passe, eux ne le sont pas. Qu'est-ce qui prend le plus de temps, d'après vous, Monsieur Carboni, en ce moment? C'est la remise à niveau des infrastructures, notamment routières, ou la reconstruction des biens immobiliers qui ont été détruits? Non, pour les biens immobiliers, on n'a pas encore... Alors, on a eu un porté à connaissance, mais on n'a pas encore des retours exacts de ce qu'on sera en mesure de réintégrer ou pas. Notamment, je vous parle de l'hôpital Saint-Lazare, où on n'a pas encore le retour d'expertise et on n'est pas sûr de pouvoir le réouvrir. Pascal Carboni, un mot sur les signatures. Hier, il y en avait plus de 6000. Où en est-on ce soir sur le site change.org? Voilà, alors je voulais juste rajouter, si vous le permettez, bien évidemment, on a vraiment axé sur trois points. On veut également, à travers cette pétition, demander la zone franche, parce qu'il nous paraît très très important qu'une zone franche soit créée, on sait, ne serait-ce que pendant le temps de la reconstruction, pour que ça permette à nos commerces et que ça ait beaucoup d'attractivité pour faire monter les gens pour s'installer à nouveau et tout. Parce qu'on a beaucoup de gens qui ont déjà fermé, qui se désespèrent. Et en plus, à la tempête Alex, c'est ajouté... à la crise Covid, c'est ajouté la tempête Alex. Donc ça fait que vraiment, il y a ce point de vue. Et après, il y a notamment l'axe routier pour Casterino, où c'est la porte d'entrée de la vallée des merveilles et il faut vraiment... Voilà, c'est pour ça qu'on a refait cette pétition après la seconde, après la première que nous avions fait il y a 6 mois, qui a recueilli 77 000 signatures quand même. Pour vous dire l'importance de nos vallées, l'importance touristique. Merci beaucoup Pascal Carboni, président du comité de soutien des voies de communication de la vallée de la Roya. Vous étiez en direct ce soir dans cette émission. On va parler des entreprises dans un instant, mon cher Éric. Mais d'abord, ce petit reportage à Marseille avec la visite de chantier sur le complexe culturel de la Canebière, qui est un site qui sera une première pour la cité phocéenne. Cindy Chevaux était sur place. C'est un complexe unique en France. Réparties sur 4 niveaux, 7 salles de cinéma sont en construction en plein cœur de Marseille. Le chantier du futur cinéma de la Canebière avance à grands pas. Ce mardi, plusieurs élus locaux se sont rendus sur place pour constater l'avancée des travaux de ce lieu de vie majeur qui prévoit de redynamiser le quartier. Aujourd'hui, ça va faire revenir du monde et compléter, y compris les lieux culturels qu'il y a, l'opéra, le théâtre du gymnase, l'Odéon, donc ça va redonner de la vie. Et puis compléter aussi la conception du cinéma que nous pouvons avoir à Marseille, qui n'est pas simplement un lieu de tournage, c'est bien entendu un lieu de tournage de films, de séries, etc. Mais c'est aussi un lieu où on pense à l'éducation à l'image, donc de formation, de mémoire, avec une cinémathèque qui est en projet, lieu de festival cinématographique. Et donc au niveau de la diffusion, c'est assez intéressant qu'on ait cet équipement qui manquait. Grâce à ce complexe exclusif, Marseille passe de 68 à 76 salles cinématographiques, mais reste encore en dessous de la moyenne nationale.
Au programme, des films populaires en majorité, mais aussi d'autres classés arts et essais, des festivals, expositions ou encore des spectacles musicaux. Avec ces 3 restaurants dont un panoramique, une 50aine d'emplois devraient voir le jour. Au-delà du quartier, le projet Artplex ambitionne de favoriser l'accès à la culture pour toute une ville sur un emplacement d'exception. C'est le meilleur emplacement de tout Marseille. Il n'y a pas un seul endroit dans Marseille où on peut avoir un cinéma qui est situé en plein centre-ville, en haut de la Canebière. C'est quand même une artère mythique. Un lieu de cinéma aussi. La Canebière, c'est quand même un énorme lieu de cinéma et entouré d'autant de salles de spectacle, entre l'université, le théâtre municipal, la bibliothèque, la librairie Maupetit. Voilà, donc c'est vraiment un espace culturel. On est dans un endroit culturel. Le complexe prévoit d'ouvrir ses portes en octobre 2021. Une nouvelle bouffée d'air frais pour le monde de la culture lourdement impacté par la Covid dans la cité phocéenne. Voilà, on va s'intéresser maintenant aux entreprises. Alain Gargani, le président de la CPME Sud, sera avec nous dans quelques instants. D'abord, votre édito. Eric, on va parler d'incivilité ? Oui, d'incivilité. Souvent, quand on parle dans ce grand direct d'incivilité, Nicolas, vous le savez, on va parler d'incivilité dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, dans des quartiers plus ou moins défavorisés. On va voir des affrontements, des casses de voitures ou d'incivilité courante dans les rues. On le voit à Nice, à Marseille ou à Toulon, des masques qui peuvent traîner par terre. Mais il y a aussi une incivilité en col blanc. Bercy, comme chaque année, a rendu public l'argent qu'il a récupéré sur la fraude fiscale. Alors, des sommes considérables sur des comptes offshore, dans des paradis fiscaux, tout ça est connu. Mais Bercy aussi s'est penché sur les dispositifs d'urgence, vous savez, qui ont été mis en place pendant la crise sanitaire pour pallier à la crise économique, le chômage partiel, le fonds de solidarité dont bénéficient notamment les entreprises. Eh bien, après 43 500 contrôles, Bercy a récupéré 64 millions d'euros d'aide indus versés dans ce fonds de solidarité à des entreprises. Et puis plus surprenant encore, Bercy note qu'ils ont évité de verser à des gens qui n'avaient pas le droit à des aides. Ces demandes, c'était près de 2 millions de demandes d'aide pour des indemnités qui n'ont pas été versées parce qu'elles étaient indues, mais qui ont failli l'être. Donc lorsqu'on parle d'incivilité, il y a celle qu'on traite au quotidien, dans les quartiers, dans les rues, mais il y a aussi cette forme d'incivilité, non pas nouvelle, parce que dès lors qu'il y a de l'argent, il y a des gens qui essaient d'en récupérer, mais d'incivilité sur le financement des fonds d'accompagnement pour pallier à la crise économique. La fraude fiscale, Nicolas, ne connaît pas la crise, la police du fisc non plus. Bonsoir Alain Gargani, président de la CPME Sud PACA. Alors avec vous, on ne va pas parler de la fraude, au contraire, on va parler des entreprises en difficulté que vous souhaitez aider avec ce que l'on appelle les GPA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, puisque vous lancez ce dispositif demain ? Oui, alors le GPA, c'est le groupement de prévention agréé. C'est dans le Code du commerce depuis mars 1984. C'est une mesure de prévention des difficultés des entreprises prévues par ce Code du commerce. L'objectif, c'est accompagner et aider les entreprises en difficulté de toute taille avant qu'elles soient en péril et qu'elles soient obligées d'aller au tribunal de commerce. C'est un dispositif qui permet à ces petites entreprises en difficulté et moyennes entreprises de bénéficier de conseils gratuits donnés par des experts, que ce soit des experts comptables, des avocats, des anciens chefs d'entreprise, des anciens banquiers, et tout ça bénévolement, en toute confidentialité. Ce pool d'entrepreneurs vient accompagner le chef d'entreprise qui est en difficulté. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape du GPA, c'est des partenariats avec des institutions, que ce soit l'URSSAF, la DRFIP, toutes les institutions qui sont là autour du chef d'entreprise et où il va falloir négocier parfois parce qu'il y aura des retards de paiement. Et là, le GPA aura un rôle crucial. Et surtout, le GPA est là pour sortir le chef d'entreprise de l'isolement au moment où il est face au mur de dette qui va arriver, croyez-moi, dans peu de temps, quand il va falloir rembourser l'année prochaine les PGE, les prêts garantis par l'État. Eh bien, les entreprises seront en grande difficulté et le GPA aura tout son sens. Alors, il est né en Val-de-Loire, dans la région centre, et aujourd'hui, il a accompagné 850 entreprises qu'il a sauvées. Et Renaud Muselier et François Asselin, président de la
respectivement président des régions de France et François Asselin, président de la CPME nationale, ont décidé de déployer les GPA sur l'ensemble des territoires. Et c'est pour ça que nous, dans la région Sud, on s'est saisi du dossier et qu'on a créé ce GPA qu'on va lancer officiellement demain. Alors, Monsieur Gargani, c'est une très belle initiative. Vous dites que ça s'adresse à des petites entreprises. Ça veut dire qu'il y a un seuil de quoi? De chiffre d'affaires, de nombre de collaborateurs dans l'entreprise pour être aidés et pour pouvoir bénéficier gratuitement des conseils que vous allez dispenser? Alors non, il n'y a pas de seuil, mais en général, c'est souvent les TPE et les PME qui n'ont pas forcément dans leur entreprise des outils pour les accompagner, qui vont faire appel au GPA. 95% des entreprises qui ont fait appel au GPA en région centre sont des TPE-PME et des entreprises de moins de 10 salariés. Et le GPA est là vraiment pour être un sas avant que l'entreprise soit noyée sous les difficultés. Elle est là pour faire prendre du recul au chef d'entreprise, l'accompagner pour sauver son entreprise. Alors je voudrais revenir sur deux choses que vous avez soulignées, à mon avis, avec importance. C'est la question des prêts garantis par l'État, qui est un problème sur lequel j'aimerais que vous vous exprimiez. Puis je vous interrogerai également sur l'URSSAF. Sur les PGE, on sait que le remboursement a été prorogé d'une année supplémentaire. Est-ce que pour les TPE ou les PME que vous conseillez, même avec cette prorogation, il y aura des difficultés à rembourser ce prêt garanti par l'État? Alors évidemment, déjà la CPME a réussi à négocier ce report d'une année et aujourd'hui on est en train de négocier d'étaler sur 8 ans. Pourquoi? Parce qu'on sait que beaucoup d'entrepreneurs n'auront pas repris leur modèle économique à l'horizon d'une année prochaine et qu'il va falloir trouver des solutions pour rembourser. On a proposé à la CPME de créer un prêt consolidation pour intégrer l'ensemble des dettes, parce qu'il n'y a pas que le PGE, il y aura les dettes sociales aussi, l'intégrer dans ce prêt consolidation, qui pourrait être un prêt PGE consolidation, et qui serait remboursé sur 10 à 15 ans pour l'entreprise, parce que l'économie, avant qu'elle redémarre vraiment, il faudra sans doute quelques temps. Avant de vous interroger sur l'URSSAF, le fait que le ministre des Finances l'ait dit d'ailleurs, il était à Marseille il n'y a pas très longtemps, Bruno Le Maire, que les dispositifs d'accompagnement ne s'arrêteraient pas du jour au lendemain, parce qu'on sait que le chiffre d'affaires ne va pas tout d'un coup redémarrer au niveau où il était, c'est quand même quelque chose qui rassure vos adhérents. Alors oui, c'est essentiel et ça c'est vraiment un des combats qu'on est en train de mener, de ne pas lever la perfusion d'un coup. Et oui, ça rassure nos adhérents, mais pour autant il faut commencer à préparer l'avenir. Et c'est vrai qu'avec ces outils que sont le GPA, c'est aussi anticiper les difficultés qu'on pourrait retrouver pour relancer le modèle économique qui est peut-être en panne, qui a peut-être changé. C'est aussi accompagner dans les négociations avec ces fameux organismes que sont l'URSSAF et qu'ils le font, et d'ailleurs ils le font avec bienveillance. Aujourd'hui, il y a vraiment un mot d'ordre dans l'ensemble des institutions d'accompagner la survie des entreprises avant ce tsunami économique et le GPA sera là et sur tous les territoires, puisqu'on est en train de créer aussi des GPA sur l'ensemble des territoires de la région, des Alpes-Maritimes jusqu'aux Hautes-Alpes, en passant par les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Tout bêtement, vous faites quel constat, vous, auprès des entreprises, là, aujourd'hui, à la mi-avril, un peu plus de la mi-avril? Alors, une enquête qu'on avait menée nous a alerté sur 50% des entrepreneurs craignent pour leur survie. Et craignent de ne pas pouvoir rembourser ce PGE. Donc là, aujourd'hui, c'est une crainte. On ne sait pas quand le modèle économique reprendra, quand l'économie reprendra toute sa dimension, si ça sera 50% ou que 20%. Mais il y a quand même une crainte des entrepreneurs de ne pas passer les caps à venir. Et c'est pour ça qu'on se doit de les accompagner et de les sécuriser avec des outils comme le GPA. Alors je reviens sur l'URSSAF comme promis, Monsieur Gargani. Vous avez un petit peu répondu. Bon, on sait qu'en temps de paix économique, je dis paix parce que le président de la République a dit qu'on était en guerre, mais en tant que paix économique, c'est souvent un casse-tête pour les chefs d'entreprise, les fameuses cotisations URSSAF. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, pour la plupart de vos adhérents, que l'URSSAF se montre plus magnanime et comprend les situations disparates et uniques à chaque fois?
Alors écoutez, moi je peux témoigner parce qu'on est en relation régulière avec l'URSSAF pour défendre les TPE, les PME. Depuis quelques années, hein, c'est pas d'aujourd'hui, l'URSSAF est devenu beaucoup plus bienveillant dans la relation avec des entreprises. Alors à part les fraudeurs, non bien sûr, hein, mais les entreprises qui ont des retards de paiement, ils acceptent des échelonnements qui aujourd'hui prennent encore plus leur sens parce que beaucoup ne peuvent plus payer les dettes de l'URSSAF. Et les relations que nous entretenons avec ces organismes, que ce soit la DRFIP, l'URSSAF, la Feu Direct, on arrive vraiment à négocier dans l'intérêt de l'entreprise pour continuer à garder l'emploi, parce que c'est ça l'ambition. L'ambition, c'est que les emplois ne soient pas détruits, et donc il faut que les entreprises puissent payer leurs dettes, et on les étale le plus longtemps possible pour que, eh bien, quand vous avez un restaurateur qui a accumulé des dettes et qui ne peut pas rentrer de recettes, c'est évident qu'il va falloir étaler plus longtemps le remboursement de la dette que peut-être d'autres entreprises. Juste une dernière question un peu malicieuse, forcément, Monsieur Gargani. Je parlais tout à l'heure de ce fonds de solidarité important pour les entreprises qui a parfois été détourné. Évidemment, vous n'avez aucun adhérent, aucun de vos adhérents proches qui se serait livré à de telles choses. Alors écoutez, non, et si ça avait été le cas, on aurait sans doute été alerté. Bien sûr. Moi, je réprimande ce genre de fonctionnement. Aujourd'hui, on parle de peut-être 1% d'entrepreneurs, alors qu'il y en a 99% qui souffrent au quotidien, et c'est peut-être... Bon, je vous avais dit que c'était malicieux comme question, quoi. J'avais bien entendu. Merci beaucoup en tout cas Alain Gargani, président de la CPME Sud PACA, d'avoir accepté notre invitation en direct. Avant d'évoquer un autre secteur, enfin un secteur en particulier, celui du tourisme, qui pèse quand même 20 milliards d'euros dans notre région, la région Sud qui justement hier a présenté un plan de relance. Un petit point sur la vaccination. Jeudi et vendredi, dans la métropole Nice-Côte d'Azur, l'objectif c'est de vacciner 10 000 personnes et pour cela, pour éviter les problèmes de communication comme le week-end dernier, eh bien, des agents de la métropole font le tour notamment des quartiers prioritaires où les gens ne sont pas forcément bien informés sur la vaccination pour les pousser à s'inscrire. Reportage de Claudia Olivier dans le quartier Notre-Dame à Nice. Depuis ce matin, la ville de Nice organise une action de sensibilisation à la vaccination. Les habitants qui le souhaitent sont donc inscrits sur une liste et seront rappelés lorsqu'ils seront éligibles. C'est bien, ça aide beaucoup les gens qui ne se déplacent pas, qui sont occupés, et que les gens les aident pour faire ce vaccin parce que ça va améliorer quand même cette maladie et ça va améliorer beaucoup la situation qu'on vit actuellement. Vraiment, franchement, c'est difficile pour tout le monde. En termes de couverture vaccinale, des écarts importants existent entre les territoires. Le quartier Notre-Dame n'a donc pas été choisi au hasard. Il est apparu essentiel de justement se focaliser sur les secteurs sur lesquels la vaccination était un petit peu déficitaire. Et c'est pour cela que ce quartier-là du centre-ville a été privilégié pour cette opération. Informés, rassurés, aiguillés, les agents de la métropole sont aussi là pour répondre aux questions. Ça se passe plutôt bien, on a eu de très bons retours, les gens sont très contents qu'on aille vers eux. Effectivement, il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils pouvaient se faire vacciner ou qui pouvaient s'inscrire. Donc voilà, le fait d'aller vers eux, c'est vraiment une très bonne démarche, une très belle démarche, ils sont vraiment ravis. Jeudi et vendredi, la métropole prépare un nouveau marathon vaccinal. Des doses Pfizer seront utilisées pour vacciner la population. Objectif, 5000 injections par jour. Un petit mot du vaccin Johnson & Johnson. Oui, Johnson & Johnson et Pfizer, puisque Claudia Olivier en parlait. Très bonne nouvelle, le vaccin roi, entre guillemets. L'Europe va bénéficier de millions de doses supplémentaires qui n'étaient pas prévues au programme. Pour la France, ça pourrait être 2 à 3 millions de doses supplémentaires de Pfizer. C'est un vaccin qui, en général, est plébiscité par ceux qui vont se faire vacciner. Et puis, sur le Johnson & Johnson, oui, c'est une bonne nouvelle aussi, puisque l'Agence européenne du médicament estime que le Johnson & Johnson, au-delà de quelques cas extrêmement rares de caillots sanguins ou de thrombose, présente beaucoup plus de bénéfices que d'inconvénients et de risques. Donc l'Agence européenne du médicament valide ce 4e vaccin qui sera donc disponible et espérons que les gens se feront vacciner avec le Johnson & Johnson. Bonsoir Jennifer Sall-Barbosa, présidente de la commission tourisme à la région Sud. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez présenté hier aux côtés de François de Canson, le président du CRT, et de Renaud Muselier, un grand programme de relance pour le tourisme dans notre région. 20 milliards, c'est le chiffre d'affaires du secteur. Quelles sont les grandes lignes? C'est surtout de la communication pour attirer les touristes cet été?
Oui, alors effectivement, depuis le début de cette pandémie, nous avons toujours été avec le comité régional du tourisme Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Sud, aux côtés des professionnels du tourisme pour préparer la relance. Nous l'étions déjà au début de la reprise l'année dernière, c'est-à-dire à compter du mois de mai. Et puis nous remettons ça cette année, donc avec un grand plan de communication, avec le hashtag notamment « On a tous besoin du Sud » qui avait déjà bien marché l'année dernière et que nous remettons cette année avec des grandes campagnes de communication via des spots télé, via les radios, via les journaux, donc où tous les partenaires du comité régional du tourisme sont en ordre de marche avec nous. C'est un gros collectif qui finalement nous rejoint pour que nous soyons plus forts et que nous ayons une plus grande force de frappe. Jennifer Salle, si on met en place de grandes campagnes de communication pour attirer les touristes dans notre région sud, ça veut dire que la région sud est en concurrence frontale avec d'autres régions en France, à l'étranger. Les habitudes pourraient changer. Pourquoi un tel empressement alors que la Côte d'Azur, au sens large, les Bouches-du-Rhône, le Var, demeurent des endroits idylliques ? Alors, ce sont effectivement des endroits idylliques. Il n'empêche que, compte tenu de cette pandémie que nous vivons aujourd'hui, nous sommes tous en concurrence, notamment les destinations françaises, européennes, puisque bien évidemment aujourd'hui, au niveau de l'international, c'est plus incertain. C'est donc beaucoup plus compliqué, puisqu'on ne sait pas au niveau de l'ouverture des frontières comment les choses vont se passer. Donc, nous sommes prêts, nous sommes opérationnels. À partir du 2 mai, la campagne de communication va être effective. Nous sommes les premiers à dégainer pour justement être les plus rapides et la plus grosse force de frappe, en tout cas, nous essaierons de l'être pour pouvoir nous démarquer des autres destinations françaises notamment. Alors sur l'étranger, vous en parliez à l'instant, on sait que le touriste étranger vient en nombre et en masse, notamment de l'Europe du Nord, sur nos rivages. C'est une partie importante des 20 milliards d'euros de recettes dont parlait tout à l'heure Nicolas Gallup. Est-ce que vous allez décliner cette campagne à l'étranger, justement, en Allemagne, en Suède, en Angleterre, ailleurs ? Oui, alors tout à fait. Effectivement, au début, si vous voulez, ça va se faire de façon concentrique. On se concentre d'abord sur la clientèle de proximité parce qu'on sait très bien que cette année, c'est aussi comme ça que ça va se passer. Ça va être une clientèle de proximité. Mais nous nous concentrons sur une clientèle européenne, bien évidemment, européenne de proximité, en fonction de la réouverture des frontières progressive. Donc, nous allons cibler nos marchés prioritaires en fonction de ces critères-là. Et puis, si bien évidemment les frontières réouvrent, nous allons cibler aussi les marchés internationaux qui, nous le savons, sont une manne financière beaucoup plus importante puisque les touristes internationaux consomment beaucoup plus sur notre territoire que les touristes français. Mais nous misons bien évidemment sur une clientèle plus de proximité parce que nous savons que aujourd'hui, ce sera notre clientèle prioritaire. Une petite question sur le déconfinement. Le ministre de la Santé a évoqué un déconfinement territorial. C'est plutôt une bonne nouvelle, notamment pour la Côte d'Azur et les Alpes-Maritimes. On peut peut-être s'attendre, puisque les chiffres sont bons, à un déconfinement un peu plus rapide ? Alors effectivement, nous sommes confiants. Bon, aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité. C'est un petit peu la problématique pour tous les professionnels qui aujourd'hui font preuve de beaucoup de résilience et de résistance. Effectivement, nous souhaitons de toutes nos forces, puisque nous avons été les premiers confinés, les premiers à subir le couvre-feu. Mais nous voyons aujourd'hui que nous avons été les premiers à vivre ces épisodes-là. Et que peut-être nous serons les premiers à en sortir parce que les effets positifs se font sentir plus vite chez nous aujourd'hui puisque nous avons commencé en amont par rapport aux autres. Donc effectivement, si ça se fait d'une façon territorialisée, ce serait une bonne chose pour nous puisque effectivement, nous pourrions être les premiers, en tout cas en fonction des chiffres, à pouvoir réouvrir le plus rapidement possible nos établissements et nos professionnels pourraient justement pourraient bénéficier de ces ouvertures. Ouais, on sent l'impatience, notamment chez les restaurateurs et les hôteliers pour les terrasses.
Tout à fait. Effectivement, les terrasses, c'est un point essentiel, surtout chez nous, avec le beau temps. Puis nous avons beaucoup de restaurants avec des terrasses, donc bien évidemment, c'est un réel enjeu. Et donc, nous misons véritablement là-dessus. Le président Renaud Muselier l'a d'ailleurs rappelé hier. Nous avions fait l'année dernière, le 1er juillet, la première fête des terrasses que la région avait organisée. Cette année, nous espérons bien évidemment pouvoir compter sur l'édition 2 2021 et donc pouvoir compter le 1er juillet, cette nouvelle fête des terrasses. Merci beaucoup Jennifer Salbarbosa, présidente de la commission tourisme à la région Sud, pour toutes ces précisions et ce grand plan donc pour attirer les touristes cet été et le déconfinement qui se rapproche. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct. Eric, je vous emmène en Provence, dans le massif de la Nerte, où en ce moment on capture les chèvres parce que ça perturbe parfois la circulation sur l'autoroute A55. Ah oui. Regardez ce reportage de Manon Mjika. Chocolat, Louis, chocolat. Voilà. Oh. L'opération est musclée mais sans danger. Le trapage des chèvres sauvages a débuté dans le massif de la Nerte. À la manœuvre ce matin-là, les services municipaux, ils ont face à eux un cheptel dispersé qui dépasse désormais les 500 bêtes. On essaye de les attirer avec du pain dur, du grain. Hein. Moi, de temps en temps, j'ai un peu de déchets, des carottes, des pommes. Et puis, on essaye de les confiner à un certain endroit pour qu'on les habitue tous les jours. Et après, elles s'habituent un petit peu malgré l'état sauvage, quoi. Si la meneuse elle se laisse amadouer, le troupeau suit. Une fois dans le camion, direction cet enclos situé en contrebas de Châteauneuf-les-Martigues. Une vingtaine de caprins s'y trouvent déjà. Des naissances ont même eu lieu il y a quelques jours. Mais ce n'est pas tout. 30 à 40 bêtes supplémentaires doivent encore être capturées et emmenées ici. Tout le troupeau sera ensuite placé en quarantaine pour 8 jours avant un contrôle sanitaire et une identification. Ils seront menés par la Direction départementale de protection des populations. Elles vont aller, une fois la quarantaine finie, à l'adoption chez des volontaires qui veulent en prendre, des éleveurs, beaucoup de professionnels qui nous en ont demandé, et voire aussi des particuliers, mais on vérifiera qu'ils aient un parc suffisamment grand. En parallèle, la Fondation Brigitte Bardot a recueilli la semaine dernière 19 bêtes. L'association Les Chèvres de notre colline, elle, va poursuivre la castration des boucs avant de les relâcher dans la nature. En toile de fond, un même enjeu, réguler la surpopulation des caprins sans les abattre. Ils occasionnent de plus en plus de nuisances, notamment sur l'autoroute A55. Voilà, oui, non, mais ça vous riez, mais ça avait provoqué des problèmes. Non, je trouve ça super mignon et super génial, mais alors j'ignorais que les chèvres pouvaient obstruer les autoroutes. Vous voyez, on apprend des choses tous les jours, donc en direct, ça c'est bien. Voilà. Autre sujet, avant de rejoindre Denis Caro, avec qui on va parler d'ailleurs de ce déconfinement territorialisé. On parlait de la tempête Alex tout à l'heure, et ce sera au programme du prochain rendez-vous d'Azuria, qui sera diffusé vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Vendredi là ou vendredi d'après? Non, vendredi là. Vendredi là, qui sera consacré à la gestion des risques. On a réalisé ce petit reportage pour vous montrer comment l'intelligence artificielle pourrait aider, grâce à la fibre optique, à prédire les coups de mer, les glissements de terrain et les événements climatiques comme la tempête Alex. C'est un reportage de Marie Giusto. Une évolution dans le domaine des sciences de la Terre, un défi, un but que certains chercheurs semblent toucher du doigt. La fibre optique est désormais au service de la gestion des risques sur le territoire des Alpes-Maritimes. Anticiper, prévenir les catastrophes naturelles grâce aux réseaux existants. Le 3IA, Institut interdisciplinaire, analyse une quantité d'informations comme les événements météorologiques. Ça peut servir à détecter qu'à tel endroit, il y a un glissement de terrain qui est en train de se mettre, de détecter que la Roya ou la Vésubie est en train de gonfler anormalement, que elle trimballe des rochers d'une taille anormale, et donc de prévenir, c'est-à-dire l'intelligence artificielle appliquée sur ces technologies-là, dans ces territoires-là, sur cette question-là, pourra permettre de mesurer que le phénomène est anormal et qu'il faut prendre des mesures. Pour le moment, les recherches se font a posteriori, comme pour les séismes ou les mouvements de terrain. À terme, les chercheurs souhaitent pouvoir anticiper les catastrophes naturelles. À la fois pour détecter l'activité des glissements de terrain, donc pour les quantifier, pour mieux analyser les processus, les localiser,
et peut-être à l'avenir, on l'espère, essayer d'anticiper ces mouvements en détectant des signaux précurseurs de ces glissements. Je lâche mes clés sur la bobine de fibre et on voit apparaître une perturbation sur l'ensemble du câble. Donc ici, en fait, ce qui est montré, c'est en temps réel le long de la fibre, les perturbations. Donc l'axe horizontal, c'est le temps. Et donc la moindre perturbation va être détectée en tout point de la fibre. Chaque donnée transmise par ces fibres optiques est analysée, des informations qui courent sur des dizaines de kilomètres, une masse impossible à traiter par l'homme, c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. On fait appel à des méthodes de machine learning, donc d'intelligence artificielle qui, lorsque vous les nourrissez avec cette avalanche de données, en y rajoutant quand même des informations a priori, il faut toujours quand même expliquer ce que l'on veut détecter, ce que l'on veut en faire, eh bien la machine va apprendre à partir de ces données, va de manière automatique extraire une information qui est pertinente. Des schémas applicables notamment aux risques environnementaux. Grâce à leur sensibilité extrême, les fibres optiques peuvent être des outils majeurs quant à la prédiction des inondations, des crues violentes et des glissements de terrain. L'objectif est donc de formater des logiciels capables d'appréhender des phénomènes météorologiques comme la tempête Alex en octobre dernier dans les Alpes-Maritimes, un téraoctet de données qui pourrait permettre de sauver des vies et éviter des catastrophes écologiques. Voilà, donc Azuria, 21h vendredi. Comment l'intelligence artificielle est au service des territoires et du territoire. Il y aura deux sujets. Ce sujet-là, comment prévenir les catastrophes naturelles, et aussi un très beau sujet sur les loups du parc du Mercantour. Comment suivre leur évolution, comment ils se nourrissent, comment ils se déplacent. L'intelligence artificielle au service des animaux. Et d'ailleurs, il se peut qu'on le voit demain déjà, ce sujet sur les loups. Pas sûr. Si vous êtes sage, Eric, vous aurez droit à le voir en avant-première avant votre émission. Bonsoir Denis Caro, merci d'être avec nous, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Avec demain, dans le journal, un sujet brûlant d'actualité, les propos d'Olivier Véran dans le Télégramme ce matin, puisque le ministre de la Santé envisage des déconfinements territorialisés. Et évidemment, dans les Alpes-Maritimes, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd, puisque les chiffres sont repassé au vert, on peut le dire, enfin en tout cas sur l'incidence, la tension hospitalière qui recule aussi, donc on peut se croire à rêver. On peut effectivement le faire, alors rêvons doucement, puisque pour le moment ça reste une déclaration du ministre de la Santé. Alors effectivement c'est un changement de discours. Cette décision, elle serait logique dans les Alpes-Maritimes, elle serait logique pour deux raisons. La première, parce que nous avons été confinés le week-end plus tôt que les autres, dès le 22 février, donc nous avons de l'avance. Et la conséquence de cette avance, c'est que l'épidémie marque une décrue. Les chiffres sont meilleurs. Il ne faut pas verser dans un excès d'optimisme pour autant, mais la situation s'améliore. Elle est beaucoup moins inquiétante que dans d'autres départements. Donc cette solution, elle est envisageable. On est allé demander à certains élus et représentants notamment du monde du tourisme ce qu'ils pensaient d'un tel scénario. Les avis sont partagés. Jean Leonetti, par exemple, trouve que ça serait une mesure équitable et cohérente. Et à l'inverse, Denis Cipollini, le patron des hôteliers restaurateurs de Nice Côte d'Azur, estime que ça serait une mesure discriminatoire et susceptible de créer de la concurrence entre les départements et les régions, et que ça ne serait pas forcément une bonne décision. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir Antibes déconfiné, par exemple, et pas la métropole? Parce que vous parliez de Jean Leonetti, son ancien adjoint, Éric Pauget, qui est désormais député, plaide en ce sens. Il a même écrit à Jean Castex. Oui, effectivement, il a effectué cette démarche. On y croit assez peu. Autant, je pense que des mesures peuvent concerner une région ou un département, qu'elles concernent des communes en particulier, ça paraît plus difficile. Mais on ne sait pas pour le moment ce que décidera le gouvernement. En tout cas, c'est une piste et peut-être d'ailleurs simplement un ballon d'essai et une manière de tester cette idée de la part du ministre de la Santé.
Merci beaucoup Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Tout ça est à lire demain, évidemment, dans vos éditions de Var Matin, Monaco Matin et Nice Matin. Bonne soirée à vous. Eric, on va parler un peu de sport maintenant. On va s'intéresser à la Cannes qui va peut-être redevenir pour la 10e fois champion de France de volley. Avant ça, je voudrais vous faire écouter le président du comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes. On l'a entendu tout à l'heure dans le sujet autour des dons pour les sinistrés de la tempête Alex, Philippe Manassero qui a écrit au préfet pour que le sport en salle soit de nouveau autorisé. On l'écoute. J'ai un courrier pour monsieur le préfet que je vais remettre là dans quelques instants pour lui demander, il a été le premier à fermer le sport dans les Alpes-Maritimes. Je souhaite qu'il soit le premier à le rouvrir, puisque aujourd'hui le taux d'incidence est bien en dessous de ce qui est légal. On est à 229 si j'ai le bon souvenir. Donc je demande au préfet il a fermé le sport dans en premier au niveau de la France métropolitaine. Je l'appelle à qu'il soit le premier à ouvrir le sport en intérieur, en gymnase, en patinoire, en piscine, pour d'abord nos enfants et puis aussi pour les majeurs. Voilà, la réouverture des sports en intérieur. Alors on ne sait pas si le préfet peut prendre cette décision seul, parce qu'on imagine qu'il faudrait quand même une directive de l'État. En attendant, les sports en extérieur, Eric, vous le savez, ne sont pas interdits, bien au contraire. Et Roxana Maracineanu était en Provence hier, dans la commune de Miramas, justement pour découvrir quelles étaient les activités mises en place par la municipalité. Valentin Rodriguez. Basket, tennis-ballon ou encore athlétisme. À l'occasion d'une visite ministérielle, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a pu découvrir le dispositif mis en place en urgence par la ville de Miramas, afin d'occuper les jeunes dont les vacances ont été avancées. Plus que jamais, c'est essentiel pour la santé des Français, c'est indispensable pour le bien-être mental des familles et des enfants. Et voilà, moi je suis ravie quand des municipalités comme ici à Miramas se saisissent du sujet, et aussi la possibilité de s'appuyer sur un tissu associatif, qu'il émane de la jeunesse ou du sport, pour pouvoir mettre en place ces activités qui sont aussi indispensables pour les clubs, pour pouvoir garder le lien avec leurs adhérents, pour pouvoir aussi capter des nouveaux licenciés et montrer ce qu'ils savent faire, pour qu'à la rentrée ce soit un petit peu plus simple que ce qu'on imagine pour les clubs sportifs. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet Avril, le mois du sport, mis en place par la municipalité. 200 créneaux et 50 activités sont proposées aux jeunes de 10 à 17 ans. Le dispositif, c'était de faire que les jeunes trouvent le moyen de faire du sport quand même en extérieur par groupe de 5, en respectant toujours donc les conditions et les limites légales qu'il fallait respecter, mais pour faire que les jeunes puissent s'épanouir à l'extérieur et faire du sport, être occupés pendant ces vacances qui sont un peu prolongées et qui n'étaient pas prévues comme ça. Voilà. Parce que les gens n'ont pas pu partir, donc ils sont restés sur Miramas. Et on est content parce qu'on a vachement de retours positifs sur ce dispositif-là. Voilà. Des activités sportives gratuites qui ont conquis plus d'une centaine de jeunes. Une première pour la ville de Miramas qui souhaite réitérer l'expérience pour les prochaines vacances scolaires. Prochaines vacances scolaires, puisque celle-ci se termine là, a priori, le retour. On a du mal à suivre, mais voilà, même normalement, une partie des écoliers vont retourner à l'école dès lundi, on peut le rappeler. Oui, une partie des écoliers, les collégiens, ce sera encore dans une semaine d'après. Et puis ministre des Sports très très sportive, vous l'avez vu, en t-shirt. Mais il est une grande championne, de natation. Donc évidemment très très affûtée. Sport my life. Le volley maintenant, à Cannes. Alors c'est vrai que c'est un petit peu dommage que les salles soient vides et qu'on ne puisse pas aller assister au spectacle, mais les Dragons cannois sont en train de réaliser une saison exceptionnelle. Il y a 2 ans, ils se maintenaient tout juste, ils échappaient donc à la relégation. Et là, peut-être qu'à partir de mercredi, ils ont rendez-vous avec leur destin pour un 10e titre de champion de France. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ce sera face à Chaumont. Les explications et le reportage sont signés Marie Justo. Un état d'esprit conquérant, les joueurs de l'AS Cannes Volley n'ont plus qu'un objectif, être champions de France. Après avoir balayé Cambrai en demi-finale des playoffs, les Dragons sont à 2 victoires du Graal. Le physique, ça commence à être un peu pas difficile parce qu'on est préparé pour, mais enchaîner 2 matchs par semaine et puis les voyages et tout ça qui vont avec, ça commence à peser lourd sur le corps, mais on est là, c'est notre boulot et on est là pour faire le job. Sur leur route, Chaumont, un adversaire de taille puisqu'en saison régulière, les hommes de Luc Marquet ont gagné puis perdu contre les Hauts-Marnais. On a joué 2 matchs,
avec Chameau pendant le championnat régulier. On a gagné le premier match 3-2, deuxième on a perdu 3-2. Donc oui, on connaît bien l'équipe Chameau. Ouais. Il y a 2 saisons, Cannes échappait par miracle à la relégation. Le travail accompli depuis est colossal. Cette victoire se jouera au mental, ne pas se laisser dépasser par l'enjeu. Ça joue sur un point des fois, un point qui est gagné ou perdu et le moral du coup change complètement de côté du filet. Donc ça va jouer sur les détails, mais ça va jouer bien sûr à l'agressivité, au combat. Et puis les regarder, les yeux dans les yeux et leur faire face et puis accepter le challenge et le duel, quoi. Nous, purement technique, sportif, l'équipe, c'est vraiment de jouer comme on aime jouer, comme on sait jouer. Il est hors de question qu'on veuille produire un autre type de volley que celui qu'on fait depuis le début de la saison parce que ça fonctionne et que parce que c'est une finale, on va inventer un nouveau type de volley. Non, on s'est créé, on s'est inventé, on a un projet commun de jeu, un peu notre danse du volley sur le terrain et c'est ça qui va nous permettre de passer et d'y arriver. Donc tout l'enjeu est là. Les Cannois vont tenter de remporter leur 10e titre national, le premier depuis 2005. Premier acte ce mercredi à Chaumont avant de jouer le match retour samedi au Palais des Victoires. En cas d'égalité, un match d'appui se disputera dimanche à Cannes. Voilà, bon, allez, les dragons vont cracher le feu. Ouais, exactement. Allez, non, et puis la bonne nouvelle, alors bon, on se déplace à Chaumont là, mercredi, mais donc le retour samedi à Cannes. Et le match d'appui à Cannes. Le match d'appui à Cannes, bon, voilà. Si, il faut, ouais, mais bon, vous avez entendu, un match serré en saison régulière, un 3-2 à chaque fois, ça promet un très beau spectacle. On y croit. Et évidemment, on est de tout cœur avec les Cannois, parce que c'est vrai que c'est une équipe mythique quand même du volleyball français. 10e titre donc en jeu. On va terminer, il nous reste une petite dizaine de minutes avec une page culturelle. On va vous emmener dans quelques instants dans les coulisses de la première école de music hall de Marseille. Les auditions ont débuté, mais avant cela, Eric, vous connaissez peut-être Clara Luciani qui cartonne, qui est une artiste qui cartonne au hit parade en France. Eh bien, dans son dernier clip, qui a déjà été vu plus d'1 million de fois, eh bien, elle se balade à Sanary, dans le Var. Et on a retrouvé l'une des stars du clip, le coiffeur qui danse avec Clara Luciani. Quand je dis on, c'est surtout Thomas Bernabé qui l'a retrouvé. C'est un événement pour la commune de Sanary-sur-Mer. La chanteuse Clara Luciani y a tourné son dernier clip il y a quelques jours de cela. Un clip qui a d'ores et déjà dépassé le 1 million de vues sur YouTube. Des ruelles de la ville, en passant par ses restaurants de plage ou encore son cinéma, chacun aura pu reconnaître un coin de la ville. Mais plus que la chanteuse, la véritable star de ce clip, c'est bien Jean-Georges, qui a volontiers prêté son salon de coiffure aux équipes de tournage. Un beau matin, je me suis vu arriver plusieurs personnes, très sympas, des jeunes, qui sont venus gentiment me demander si éventuellement on pouvait avoir les lieux pour tourner le clip de Clara Luciani. Je leur ai dit qu'il n'y a pas de souci. Et à partir de là, il y a quelque chose qui s'est lié entre eux et moi. Le coiffeur s'est même prêté au jeu de la danse avec la chanteuse. La chorégraphe aurait même été surprise des talents de Jean-Georges. S'il garde aujourd'hui un excellent souvenir du passage de Clara Luciani, il peut également compter sur ses clients pour lui rappeler. J'ai même une cliente que je salue qui m'a téléphoné de Cologne, qui m'a gentiment appelé un soir en disant « Jean-Georges, me dit, je ne me suis pas trompé quand même, c'est bien mon salon que j'ai vu à la télévision. » Je dis « Ben oui. » Il me dit « Mais qu'est-ce que vous faisiez ?» Alors donc je lui ai expliqué, elle a trouvé ça génial. Après j'ai pas mal de clients qui m'ont appelé aussi, des copains, la famille. Non, c'était vraiment une belle aventure. Une belle aventure pour une chanson qui l'est tout autant. La chanteuse Martégal nous livre ainsi un avant-goût de son prochain album Cœur qui sortira le 11 juin prochain. Voilà, Clara Luciani qui est en plus originaire de Martigues, vous l'avez entendu dans le sujet de Thomas. C'est bien, voilà, ça met en valeur notre région. Ah oui, ça fait une petite campagne de com magnifique pour le salon de coiffure aussi, au passage. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est Clément de Cologne qui l'appelle pour lui dire c'est bien mon salon. Oui, oui. Voilà. Revenez quand vous voulez, quand vous pourrez. Oui, à n'en pas douter. En plus, elle a vraiment un très gros succès, hein, Clara Luciani. C'est une des artistes vraiment en vue du moment. Et effectivement, pour Jean-Georges, c'est tout bénef. Comme on dit, en attendant que tout le pays et notre région se déconfinent. Allez, Eric, le music hall, autre style musical, mais vous appréciez aussi, j'imagine ? Ah, moi j'adore le music hall. Je peux pousser la chansonnette. Hein. Peut-être.
ferez-vous partie des heureux élus acceptés dans la future école musicale donc de Marseille. Elle ouvrira ses portes en septembre, c'est une première, évidemment dans la cité phocéenne. Et les auditions ont déjà débuté, le tout devant la caméra d'Yentel Criado. Ils auditionnent pour intégrer la toute première école de music hall qui ouvrira ses portes à Marseille dès la rentrée prochaine. Chant, danse, comédie, la formation sera pluridisciplinaire, mais la danse en constituera le socle. Le but de l'école, c'est vraiment de former des artistes pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'ils soient aussi bien comédiens que chanteurs, que danseurs. Après, la base reste la danse. C'est pour ça que là, vous voyez un cours de classique derrière moi. Moi qui viens de l'École nationale, pour moi, c'était impensable de ne pas mettre tous les jours cours de classique. Donc, cours de classique, ensuite cours de jazz, ensuite comédie musicale, claquettes, bien sûr formation musicale. En tout cas, c'est vraiment une formation très complète avec plus de 15 heures de parcours artistique par semaine. Donc, c'est considérable pour des jeunes qui ont 15 ans, d'en plus du lycée, faire 15 heures de pratique artistique par semaine, c'est beaucoup. La formation proposée par l'école de music hall sera alors complémentaire du cabaret lancé par Manoa il y a quelques années. J'ai un cabaret et c'est quoi de mieux que se dire on monte une école pour former les artistes de demain en fait, qui dans quelques années auditionneront au cabaret. C'était assez logique en fait. Le jeune directeur a taillé sur mesure cette formation en fonction des attentes des professionnels du monde artistique. On ne peut pas se permettre dans un spectacle de prendre juste un artiste de cirque qui vient juste 3 minutes. Maintenant, on veut que le danseur, il chante et il fasse aussi des voltiges dans les airs. Donc c'est d'où l'intérêt de cette école. Accéder à ce milieu professionnel, un rêve pour Emma. À 16 ans, la jeune fille est passionnée par les comédies musicales. Dans les comédies musicales, il y a plein de genres de danse et voilà, c'est très diversifié. Et du coup, moi je voudrais diversifier tout ça. C'est plus par loisir. Mais après, j'aimerais bien être metteur en scène, donc ça me portera quand même. La première école de music hall de la ville ouvrira en septembre prochain à la maison de quartier de la Cayolle, un lieu culturel réaménagé. Elle accueillera une première promotion de 10 élèves en partenariat avec le lycée Sainte-Trinité. Bon, finalement, pas sûr qu'on puisse être retenu. Vous avez vu la souplesse. Moi, j'aime le music hall. C'est jongleur, c'est danseuse légère. Charles Trenet. Mais 55. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Eric est un vrai passionné de chansons. Il a un répertoire assez incroyable. Le music hall, c'est moi, j'aime le music hall de Charles Trenet. Enfin, pour les plus. Vous aimez ces grandes voix, ces chanteurs. Alors après, il faut savoir jouer la comédie, danser. Bien sûr. C'est une formation complète qui passe aussi. Par la danse. Alors, je m'étais trompé dans les calculs, donc il nous reste 4 minutes, le temps de voir un dernier reportage. Ça concerne aussi les jeunes, mais plutôt côté sport, puisque à Toulon, durant ces vacances scolaires, la jeunesse peut s'initier à des stages de pirogue. C'est assez original comme discipline, et c'est Marion Colangelo qui vous parle de tout ça. Ce mardi après-midi, c'est pirogue polynésienne pour ce groupe de jeunes adolescents. Une initiative Passe Sport Découverte mise en place par le département du Var. Ici, des groupes de jeunes de 10 à 16 ans découvrent différents sports, comme avec cette activité nautique peu commune. Alors on va les mettre sur cette pirogue-là de 6 places, d'accord ? C'est avec ce type de bateau que c'est pour ça qu'on dit pirogue polynésienne et pas pirogue tahitienne. Parce que la Polynésie, ça englobe Tahiti, ça englobe Hawaï, ça englobe toutes les îles, d'accord ? Et c'est avec ce type de pirogue qu'ils ont tout découvert, toutes les îles de la Polynésie. Et donc nous, on essaye d'initier les gens à cette pratique-là, sachant qu'on peut aller très loin, très rapidement, et puis c'est sécurisant. Après une matinée de mise en bouche nautique au Yacht Club de Toulon, ces jeunes vont pouvoir prendre le large. Une chance pour eux en cette période pauvre en activité. On est parti faire du kayak et du paddle. Donc on est allé sur la côte. Ensuite on a fait un foot sur une plage et on est revenu au bout d'une demi-heure pour venir manger au club. On avait tous un peu fait d'activités nautiques mais pas encore la pirogue polynésienne. On avait envie de découvrir de nouveaux horizons. Pour cela, quelques explications sur le fonctionnement de l'embarcation. Un à droite, un à gauche, un à droite, un à gauche. On rame en quinconce, c'est-à-dire qu'il y en a un à droite, un à gauche. Pourquoi ? Parce qu'il y a un balancier. Tant qu'on rame côté balancier, c'est sécuritaire. Maintenant, de l'autre côté,
ça peut être, on peut chavirer. Donc c'est pour ça qu'on ne rentre pas tous du même côté. Et c'est parti pour 2 jours d'activités sportives en plein air. Plusieurs autres sports étaient également proposés par le conseil départemental du Var. Voilà la pirogue polynésienne. Ah pas oui, mal, oui. non, c'est original. Oui. Bah oui, surtout sur nos côtes, c'est original. Puis je peux vous dire que la base nautique de Toulon, c'est total confort pour d'abord en prendre plein la vue et puis se dépenser. C'est la fin de ce grand direct. Merci beaucoup Eric. Merci Nicolas. On se retrouve demain. Merci à Théo Serfati, Sébastien Lyotard, Ilan Dehé, Fabrice Justo, Philippe Codet et Stéphanie Mossman. Bonne soirée à vous et à demain sur les antennes donc d'Azur TV.